lorsqu'on a la chance d'avoir Étienne Noël, on le fait travailler, le droit de mener une vie privée et familiale en détention. Alors, moi j'ai bu les paroles de François parce qu'elles sont en cohérence parfaite avec ce que je vais essayer de vous dire tout de suite, puisque vie privée et vie familiale, vie privée, comme vous le savez peut-être, il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont été rendus sur l'article 8 de la Convention qui protège le droit justement à une vie privée et familiale, et ces arrêts-là ont étendu au domaine de la santé et au respect de l'intégrité physique les dispositions de l'article 8. Ça veut dire que la vie privée, ça passe obligatoirement par le respect de la meilleure santé possible et de la meilleure intégrité physique possible en détention. Et donc tout ce que vient de vous dire François relève également de la vie privée pour les personnes détenues, pour chacune des personnes détenues. François nous parlait d'une époque bénie qui a été hélas trop brève, c'est 2001, l'époque où il y avait plus de places que de personnes détenues. On se retrouvait presque dans les considérations de certains de nos voisins en Europe. Moi, je rajouterais une autre époque bénie, c'est la loi, le jour où a été votée la loi de mars 2002 qui a créé la suspension de peine pour raison médicale. Alors, je ne vais pas empiéter sur ce que vient de vous dire François, mais on peut penser véritablement que ce texte, qui est d'une humanité profonde, avait pour volonté de révolutionner un peu les conditions d'incarcération sur le plan de la santé, qui concernait, je vous le rappelle, soit les personnes qui sont en fin de vie, dont le pronostic vital est engagé, soit les personnes dont l'état de santé était considéré comme manifestement incompatible avec la détention. Et ça relève, là encore, de la vie privée. Alors ce texte a connu des hauts et des bas. On a eu des restrictions assez importantes qui ont été apportées, en particulier par une loi de décembre 2005. Puis par la suite, vous avez eu des améliorations qui ont été apportées dernièrement par la loi du 15 août 2014, qui est la loi Taubira, en particulier par rapport à la notion d'urgence, par rapport au fait qu'il ne fallait plus qu'une seule expertise, etc., etc. Bon. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que, bon, c'est bien, l'administration pénitentiaire est souvent responsable de pas mal de maux, mais je pense qu'elle n'est pas la seule à être responsable de pas mal de maux, tel qu'il vient de vous être décrit, ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure par rapport au travail. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que depuis la loi de janvier 1994, l'hôpital est présent dans l'établissement pénitentiaire par cette loi qui a supprimé la médecine pénitentiaire et qui a fait que maintenant, par des conventions, les hôpitaux ont des antennes dans les établissements pénitentiaires, et pour certains d'entre eux, pour 26 d'entre eux, vous avez même des services médico-psychologiques régionaux qui sont des antennes d'hôpitaux psychiatriques dans certains établissements. En France, vous avez à peu près 200 établissements pénitentiaires, vous avez en tout et pour tout 26 SMPR. Nous, à Rouen, on a la chance d'en avoir un, et le centre de détention de Val-de-Reuil aussi, donc je pense qu'on est super gâtés sur ce plan, mais beaucoup d'établissements, en particulier des maisons centrales pour des longues peines, n'en ont pas. Et donc c'est vrai que, voilà, je me suis toujours posé la question, pourquoi une telle carence en termes de nombre de SMPR? Bon. Cette question... et donc, je me dis que moi, parfois, très très souvent, et c'est un angle de réflexion que je vous soumets, la pénitentiaire, c'est bien, mais il faut également veiller et vérifier un petit peu dans quelles conditions l'hôpital ne serait pas lui aussi responsable d'une carence de soins dans les établissements pénitentiaires. Moi, j'en veux pour preuve, il n'y a pas si longtemps que ça, on a obtenu une condamnation de l'hôpital de Melun du fait de la carence absolument fantastique qu'il y avait en soins dentaires, et ce, durant plusieurs années, pour 4 personnes. Enfin, il se trouvait que c'était les personnes qui m'avaient saisi, mais véritablement, je suis absolument certain qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Donc on a obtenu condamnation de l'hôpital, mais pas de l'administration pénitentiaire. C'est de l'hôpital qui, de par la faiblesse des moyens qu'il avait investis dans le centre de détention de Melun, était responsable de cette carence de soins. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, la semaine dernière, j'ai plaidé devant la cour administrative d'appel de Douai contre l'hôpital de Rouen pour une carence de soins à la maison d'arrêt de Rouen. Donc vous voyez, là, l'administration pénitentiaire n'était responsable de rien, c'était simplement l'hôpital qui avait... Bon, c'est un problème d'erreur médicale, mais je pense que par là même, on peut aussi s'interroger aussi sur la densité des moyens mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires
Et voilà. Alors, ceux qui y travaillent, dans leur immense majorité, les médecins, les infirmiers, etc., sont absolument au-dessus de tout reproche, bien évidemment. Mais après, c'est une qualité. Voilà. Alors, il y a les UHSI qui ont été créés, donc ça, je ne reviens pas dessus, sur ce que vous a dit François. Donc, la vie privée, j'insiste là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui relève du domaine personnel de la personne détenue, sa santé, son intimité, son intégrité physique, et ça sous l'angle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors après, la vie familiale, je pense que c'est un peu là qu'on m'attendait. Ça se concerne pas mal de choses. Bon, je pense qu'il faut avoir rivé à l'esprit l'idée que lorsqu'une personne part en prison, il y a des personnes dans son entourage proche qui sont victimes par ricochet de l'incarcération. Ça, c'est une lapalissade, c'est une tarte à la crème et ça mérite d'être redit. Et donc, il faut penser à ces gens-là. Il faut penser aux personnes qui sont à l'extérieur pour qu'elles puissent voir le plus souvent possible leur proche qui est incarcéré. Si elles le souhaitent, bien sûr. Il y a des raisons pour lesquelles, effectivement, elles ne souhaitent pas le voir. Mais ça, c'est encore un autre problème. Moi, j'ai une idée, j'ai toujours en tête. Moi, je raisonne souvent par anecdote parce que je trouve qu'elles sont parlantes. Une fois, on avait eu un petit colloque à Rouen, là, un petit colloque qui allait bien, avec le directeur du centre pénitentiaire du Havre, qui venait d'ouvrir, et qui avait manifestement été content de parler. Et il nous avait raconté, il s'était un peu épanché à ce moment-là, en direct, là, devant la salle, sur pas mal de choses qui l'avaient profondément choqué. Alors, on ne parle pas de la marnière qu'il y avait en dessous du centre pénitentiaire, ça c'est encore autre chose. Mais il s'est rendu compte, en fait, que dans les mois qui précédaient l'ouverture du centre pénitentiaire, personne n'avait pensé à installer une ligne de navette entre la gare du Havre et l'établissement pénitentiaire qui se trouvait à quelque chose comme 18 ou 20 km du centre-ville. Et ça, il a fallu mettre en place en catastrophe cette ligne de bus. C'est juste pour vous dire qu'on ne pense pas forcément tout de go aux personnes détenues et aux relations que les personnes détenues peuvent avoir avec leurs proches. C'est surtout aux proches auxquels je pense là. Et donc, les liens avec l'extérieur, c'est absolument fondamental. Alors, toujours dans ma revue Esprit, là, il y avait cet article de Jean-Marie Delarue, et ça m'a rappelé, parce que la problématique fondamentale, c'est les relations qu'on pourrait avoir de manière quasi instantanée avec ses proches. Je pense en particulier au téléphone, je pense en particulier au téléphone portable dans les cellules. Je pense que l'immense majorité des incidents disciplinaires pour lesquels nous allons, nous, en détention, pour défendre nos clients devant la commission, c'est des histoires de portable. Enfin, en ce qui me concerne, c'est quasiment toutes les semaines. Bon. Et donc, j'ai encore en tête cet avis que le contrôleur général avait émis et publié, je crois, dans lequel il préconisait, sous des conditions de sécurité et de contrôle, bien évidemment, l'autorisation pour les personnes détenues d'utiliser le téléphone portable dans leur cellule. D'utiliser le téléphone portable, point. Alors, on nous rétorque de manière tout à fait systématique, lorsqu'on plaide ça devant les commissions disciplinaires, qu'il existe le téléphone fixe et que ça, c'est une immense avancée qui remonte à pas si longtemps que ça et qu'on n'a pas à se plaindre. Certes, effectivement, c'est très important que les points phones existent. Simplement, quasiment tous mes clients me disent que ça coûte un bras. Ça coûte très très cher d'acheter des unités. Et alors je reviens à ce que je vous disais, lorsque vous n'avez pas la chance de travailler en détention, vous ne faites pas partie de ces 25% de personnes qui travaillent, lorsque vous n'avez pas de mandat de l'extérieur, ce qui arrive quand même extrêmement souvent, les personnes qui sont classées en indigence, il peut y avoir des aides pour le téléphone, mais je ne suis pas certain non plus que ça puisse se couvrir l'intégralité de leurs besoins tout au long du mois. Et très très souvent, on aboutit à un isolement de la personne détenue et aussi par ricochet, parce qu'il faut toujours penser à ça, un isolement aussi et une espèce d'angoisse qui peut peut-être peser aussi sur les familles qui sont à l'extérieur et qui ne reçoivent pas de nouvelles autrement que par les lettres. Bon. Le téléphone. Moi, j'y vois un immense avantage au fait qu'on puisse téléphoner en cas de crise suicidaire. Lorsque vous êtes en pleine nuit dans votre cellule fermée, que vous soyez en maison d'arrêt ou en établissement pour peine, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen. C'est un des meilleurs moyens de lutte contre le suicide en détention, le fait que vous puissiez à tout moment joindre un de vos proches. Alors on vous rétorquera que l'effet inverse existe peut-être aussi et que ça peut être aussi une source d'apport de mauvaises nouvelles qui peut générer un passage à l'acte. Mais on peut toujours voir effectivement la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Moi, je pense véritablement que certaines personnes qui se retrouvent
d'un moment à l'autre, sans l'idée qu'ils puissent voir le lendemain et qu'il faut absolument qu'ils mettent fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus, je suis certain que ça permettrait d'aboutir à un désamorçage de ce genre de crise, de pouvoir joindre, quand on le veut, ses proches. Alors quand on le veut, les conditions de sécurité qui étaient prônées par le contrôleur général à l'époque, et ça avait été repris par Madame Hazan, je crois qu'une des premières interventions qu'elle a faites, c'était au sujet du téléphone, si je me souviens bien. On lui demandera, je ne vois pas très bien comment on pourrait effectivement, comme on ne pourrait pas aussi surveiller des lignes de téléphone portable comme on le fait avec les téléphones fixes. Mais alors là, moi je suis complètement béotien en la matière, mais je pense que ces mesures de sécurité, quant au fait effectivement qu'on puisse sélectionner certains numéros précis, exactement comme on le fait avec le point phone, ça ne serait pas faisable. L'Internet, là encore, il a été mis en place des plateformes dans certains établissements pour une utilisation de l'Internet sous contrôle, de façon à permettre effectivement, là encore, une relation avec les proches. Les UVF, avant il y avait les parloirs. On sait comment ça s'organise, les parloirs, de manière plus ou moins intime. Il y a certains établissements pénitentiaires, moi je pense à Clairvaux, où il y avait une organisation qui faisait qu'il y avait une véritable intimité dans les parloirs. Vous en avez d'autres où effectivement on réprime de manière systématique, considérant que c'est une faute disciplinaire, le fait de se livrer à des actes obscènes, le simple fait de prendre son proche dans les bras et de l'embrasser. Voilà. Alors parfois vous avez des débordements, parce que je qualifie ça comme ça, selon l'établissement, selon le surveillant qui fait sa ronde à tel moment ou à tel moment, eh bien, tel acte sera considéré comme une atteinte à la pudeur, d'autres fois non, mais à chaque fois, ça dépend de la manière et de la jurisprudence propre qui est celle de chaque surveillant qui fait sa ronde. Et ça, je pense qu'il y a véritablement aussi un problème. Donc les UVF, les unités de vie familiale, se sont installées il y a maintenant un certain nombre d'années. Ça concerne encore une minorité d'établissements. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Delarue. Ça demande à être diffusé au maximum. À Val-de-Reuil, il y a des UVF qui sont supposés ouvrir. À chaque fois que j'y vais, je les vois, elles sont toutes neuves, elles sont toutes belles, elles sont toujours pas ouvertes. Ça fait bien 1 an que j'ai vu le chantier commencer. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais elles vont ouvrir un jour, c'est absolument certain. Donc ça aussi, effectivement, c'est quelque chose de parfaitement utile et qu'il ne faut absolument pas critiquer. Ces unités de vie familiale permettent de calmer la personne détenue, de lui permettre d'avoir des liens réguliers tous les 3 mois ou tous les 4 mois ou tous les 6 mois avec ses proches, mais également, moi aussi, je pense aux proches, je pense à la maman qui vient avec ses enfants, je pense au père qui vient avec ses enfants lorsque c'est un établissement pénitentiaire pour les femmes. Et donc, ça, de ce point de vue-là, c'est véritablement une avancée. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est la question des transfèrements. Je vais assez souvent en liaison avec mon ami François, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans les établissements pénitentiaires d'outre-mer. Ça m'arrive aussi de rencontrer des personnes originaires de l'outre-mer qui sont détenues et qui purgent des longues peines en métropole. Je me suis toujours demandé quel regard on avait sur ces transfèrements de personnes détenues purgeant des longues peines en métropole. Moi, j'ai un de mes clients qui est réunionnais, que j'ai rencontré, il en était à 42 ans de prison. Et dans les 42 ans de prison, alors il était à Val-de-Reuil, il a été incarcéré en 72. Et pendant ces 40 années, il a été un petit peu au centre pénitentiaire du Port, qui est l'établissement pénitentiaire de La Réunion, et puis il a très vite été transféré en métropole. Et à partir du moment où il a été transféré en métropole, il a eu 0 parloir. Donc on imagine un peu ce que ça peut représenter. Et effectivement, comme de fait, ce monsieur-là, donc on en revient à cette notion de vie privée d'une part et d'intégrité physique et d'autre part de vie familiale, c'est-à-dire que ce monsieur-là était devenu complètement fou, il ne pouvait plus dire 2 mots à la suite les uns des autres. C'était cette pathologie, il l'avait développée durant son incarcération et elle était inconnue à l'époque de son procès. C'est juste pour vous dire que c'est manifestement lié à la longueur de cette peine purgée en métropole dans des conditions d'isolement total. Depuis, il est reparti il a enfin été retransféré à La Réunion. Il y est depuis quelques années où il arrive à retrouver sa famille. Bon.
Et donc j'en viens à cette idée. Alors au centre pénitentiaire du Port, manifestement, comme mon client est condamné à... je pense qu'il avait été... une très très longue peine. Il y a moyen d'incarcérer en Outre-mer des personnes condamnées à des très longues peines, s'agissant de la Réunion. Mais moi je me pose la question pour la Guadeloupe ou pour la Martinique. Alors, en Guadeloupe, vous avez le centre pénitentiaire de Bémao, à la Martinique, centre pénitentiaire de Ducos. On sait ce qu'il en est quant aux conditions d'incarcération dans ces deux établissements. Mais moi, j'aimerais bien qu'un jour, on aura peut-être la réponse aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'un jour on nous explique pourquoi il n'y a pas un établissement pour peine pour que des personnes condamnées à de très très longues peines d'origine antillaise ne puissent pas purger leur peine près de leurs proches, plutôt que de les transférer à des milliers et des milliers de kilomètres. Alors, il y a le CNE, elles y vont, puis après, elles pourraient repartir en Outre-mer. Ça serait véritablement quelque chose qui permettrait de supprimer cette impression d'isolement total qui est la leur. Lorsqu'on va les voir, ils me racontent, ils ont peut-être 2 parloirs par an, plus les visiteurs de prison, etc. Mais ça ne remplace absolument pas, ça ne compense pas cet isolement dans lequel ils se trouvent. Alors, d'une manière plus générale, en métropole, il y a un autre phénomène que nous avons rencontré à Rouen et qui existe dans d'autres établissements pénitentiaires un peu en France, c'est cette notion de désencombrement. C'est-à-dire que, d'une manière générale, à part quelques exceptions jurisprudentielles, la question des transfèrements reste une mesure d'ordre intérieur qui est soumise au bon vouloir de l'administration pénitentiaire. Rares sont les possibilités dans lesquelles nous avons la possibilité de faire des recours. Et donc, l'affectation d'une personne détenue vers tel établissement et son transfert vers tel établissement lorsqu'il y a de la place, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, ne relève que du caractère souverain, soit de la direction interrégionale, soit de la direction de l'administration pénitentiaire. Et donc ça pose véritablement un problème, en particulier en matière de désencombrement. À Rouen, pendant longtemps, juste à titre d'exemple, on a été l'établissement destinataire du désencombrement des établissements pénitentiaires, de certains établissements pénitentiaires du nord de la France. C'est-à-dire que certaines personnes condamnées à des peines en général courtes, on les baluchonnait, en particulier du centre pénitentiaire de Longuenesse, mais également d'autres établissements, vers Rouen, où ils purgeaient leurs 3 mois, leurs 6 mois, leurs 12 mois, etc., loin de leurs familles qui, généralement, n'ont pas les moyens pour venir les voir. Les peines étaient tellement courtes qu'on n'avait pas le temps de faire un recours, et donc on se retrouvait coincé. Et donc 30% de la population carcérale de la maison d'arrêt de Rouen, jusqu'à ce que le centre pénitentiaire de Beauvais ouvre, qui enfin a servi de limite nord, se trouvaient originaires du nord, coupés de leur famille, et donc ou alors avec de rares possibilités de parloir liées à la difficulté et au coût que représentait une distance aussi longue. Donc j'attire votre attention sur ce point-là, sur le fait que ces transferts-là, souvent se font de manière, alors je ne vais pas dire arbitraire, mais on n'est quand même pas loin de ça, puisqu'il n'y a pas de recours possible, et ce n'est pas supposé faire grief à la personne détenue, c'est le principe même de la définition de la mesure d'ordre intérieur. Très très souvent, les personnes se retrouvent loin de chez eux, avec des possibilités de retour dans des établissements pénitentiaires proches de leur famille, qui sont souvent à moyen ou long terme, compte tenu des encombrements des établissements dans lesquels ils demandent à être incarcérés. Donc, moi, je pense toujours à cette notion des tiers qui subissent par ricochet, au-delà même de la question de la souffrance même de la personne incarcérée. Après, les aménagements de peine, et j'en aurai terminé, moi, je salue la réforme qui a permis que la libération conditionnelle pour raison parentale soit à nouveau possible pour les personnes condamnées en récidive. Et donc, ça a considérablement accru le champ d'application de cette mesure d'aménagement de peine. Mais je voudrais rajouter autre chose par rapport à ça. La libération conditionnelle parentale, elle suppose que vous ayez un ou plusieurs enfants âgés de moins de 10 ans. Bon, donc jusqu'à 10 ans, ça peut aller. Et moi, je voudrais qu'on réfléchisse et qu'on soumette un jour la question à des juges d'application des peines, c'est la question de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que c'est une notion qui permettrait, lorsque vous avez un enfant à charge qui a besoin de vous et de vos revenus, si vous sortiez de détention, même au-delà de 10 années,
On pourrait invoquer cet intérêt supérieur de l'enfant, qui vient d'un des articles de la Convention de New York, je pense, de façon à faire admettre, même ab initio, la possibilité de déposer des aménagements de peine qui seraient hors cadre de l'article 729-3, qui est le cadre général de la libération conditionnelle parentale. Je l'ai plaidé une fois, mais bon, j'ai eu la conditionnelle sur un autre fondement, donc la question n'a pas été débattue par le juge. Mais ça serait quand même intéressant qu'on s'empare de cette question pour faire prévaloir, pour tous les enfants à charge, cette notion de libération conditionnelle parentale. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette deuxième causerie.